Imaginez qu'un simple murmure suffise à faire basculer un continent entier, une rumeur, une pépite trouvée au fond d'une rivière. Et soudain, des milliers d'hommes abandonnent tout. Famille, travail, sécurité. Ils traversent que des déserts, des montagnes, affrontent qu'à la faim, le froid, la maladie. Pour une seule promesse, l'or. Au milieu du 19e siècle, la ruée vers l'or va transformer les États-Unis. Des villes surgissent du néant. Des fortunes se créent en une nuit. D'autres vies se brisent pour toujours. Ce soir, nous allons raconter comment la ruée vers l'or a bouleversé l'Amérique et pourquoi ce rêve de richesse rapide a souvent viré au chaos. Si vous appréciez ces récits historiques immersifs, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires et laisser un j'aime. C'est ce qui permet à ces récits de continuer à voyager. Et dites-nous en commentaire, d'où nous rejoignez-vous ce soir? Et à quelle heure commence cette aventure pour vous? Installez-vous confortablement et replongeons dans l'époque où l'or a changé le destin d'un pays. Vous êtes au cœur de la Californie du Nord, dans la vallée de l'American River, en ce mois de janvier 1848. L'air est froid au lever du jour et une brume légère s'élève au-dessus de l'eau. Les collines ondulent doucement à l'horizon, couvertes de chênes et de pins. À première vue, rien ne distingue cet endroit d'un autre coin reculé de l'Ouest américain. Et pourtant, nous sommes le 24 janvier 1848. Une date qui, sans que vous le sachiez encore, va entrer dans l'histoire. Depuis 1846, les États-Unis et le Mexique sont en guerre. La Californie, alors province mexicaine appelée Alta California, est convoitée pour sa position stratégique sur l'océan Pacifique. En février 1848, quelques semaines seulement après la découverte que vous allez vivre, le traité de Guadalupe Hidalgo mettra officiellement fin au conflit et cédera la Californie aux États-Unis. Mais en ce mois de janvier, tout est encore en suspens. Vous vous trouvez près d'un chantier. Un entrepreneur d'origine suisse, John Sutter, a obtenu des autorités mexicaines en 1841 une vaste concession de terre dans cette région. Il y a fondé une colonie appelée New Helvetia avec l'ambition de créer un domaine agricole prospère. Son projet repose sur l'élevage, la culture du blé et l'installation de colons européens. Pour développer son entreprise, Sutter fait construire une scierie à environ 80 km au nord-est de son fort, près de la petite colonie de Coloma. Il confie les travaux à un charpentier américain, James Wilson Marshall. Vous êtes là, au bord du canal d'amener d'eau de cette scierie. L'ouvrage doit utiliser la force hydraulique pour actionner les machines. Marshall inspecte le fond du canal, récemment creusé, afin de vérifier que l'eau circule correctement et ne laisse pas de dépôt gênant. Le 24 janvier 1848, au matin, il remarque quelque chose. Un éclat métallique, coincé entre les graviers. Vous vous penchez avec lui. Il ramasse la petite pépite, l'examine, la frappe doucement avec un outil. Le métal ne se brise pas. Il est malléable, lourd pour sa taille. Marshall soupçonne immédiatement qu'il s'agit d'or. Dans les jours qui suivent, des tests rudimentaires sont effectués. On chauffe le métal, on l'examine, on le compare. Sutter et Marshall comprennent peu à peu qu'ils ont découvert un gisement aurifère dans le lit de l'American River. Mais au lieu de se réjouir pleinement, Sutter s'inquiète. Son projet agricole repose sur la stabilité, la main-d'œuvre et la discrétion. Une ruée vers l'or ruinerait ses cultures, détournerait ses ouvriers, attirerait des foules incontrôlables. Il tente donc, au départ, de garder la découverte secrète. Cependant, en mars 1848, la rumeur commence à circuler dans la région. Des travailleurs quittent déjà les chantiers pour tenter leur chance dans la rivière. À San Francisco, qui ne compte alors qu'environ 800 à 1000 habitants, les premiers murmures se transforment en certitude. En mai 1848, un marchand du nom de Sam Brannan parcourt les rues de San Francisco en brandissant une fiole remplie de poussière d'or, en criant que de l'or a été trouvé sur l'American River. Ce geste spectaculaire accélère la diffusion de la nouvelle. À l'été 1848, des centaines d'hommes affluent déjà vers la région de Coloma.
Les rivières de la Sierra Nevada commencent à être fouillées méthodiquement. On parle de pépites trouvées à fleur de sol. Certains abandonnent navires, commerces, champs pour partir vers les mines. Pourtant, à l'échelle des États-Unis, l'information met encore du temps à circuler. Ce n'est qu'en décembre 1848 que le président James K. Polk confirme officiellement, dans son message annuel au Congrès, la découverte d'importantes quantités d'or en Californie. Cette déclaration donne une crédibilité nationale et internationale à la rumeur. À ce moment-là, vous sentez que la bascule est irréversible. En 1847, la Californie était une région périphérique, éloignée, peu peuplée par les colons américains. En 1848, elle devient soudain le centre de toutes les convoitises. L'année suivante, en 1849, des dizaines de milliers de personnes prendront la route. On les appellera les 49ers, en référence à cette année charnière. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans les premiers mois. L'hiver 1848 n'est pas terminé. La rivière continue de couler paisiblement. Les collines semblent immuables. Et pourtant, les chiffres vont bientôt s'emballer. On estime qu'en 1848, environ 6000 chercheurs d'or sont déjà présents en Californie. En 1849, ils seront près de 90 000 nouveaux arrivants. En 1852, le pic est atteint. Plus de 250 000 personnes auront afflué vers la Californie depuis le début de la ruée. Tout cela commence ici, dans ce canal creusé pour une simple scierie. Vous sentez sous vos doigts le poids du métal. Ce n'est qu'un petit fragment, mais il porte en lui une transformation politique, économique et humaine immense. En l'espace de quelques années, la Californie passera du statut de territoire périphérique récemment annexé à celui d'État américain. Elle entrera officiellement dans l'Union le 9 septembre 1850. San Francisco deviendra une ville en pleine explosion démographique. Les routes de l'Ouest se couvriront de caravanes. Mais en ce 24 janvier 1848, rien n'est encore visible. Il n'y a que le bruit de l'eau, le froid du matin, le bois humide, et cette certitude discrète, presque fragile, que vous êtes en train d'assister à la naissance d'un des plus grands mouvements migratoires du XIXe siècle américain. Vous êtes toujours en Californie, mais déjà, l'atmosphère a changé. Nous sommes au printemps 1848. La découverte du 24 janvier n'est plus un simple secret partagé entre quelques hommes. Elle circule désormais de camp en camp, de ferme en ferme, portée par les conversations à voix basse, puis par des affirmations de plus en plus assurées. En mars 1848, les premiers travailleurs quittent officiellement le chantier de la scierie de Coloma pour se consacrer uniquement à la recherche d'or. La scierie elle-même fonctionne à peine. Le projet agricole de John Sutter commence à vaciller. Les ouvriers qu'il avait recrutés pour bâtir un empire rural préfèrent tenter leur chance dans la rivière. Vous sentez dans l'air cette impatience nouvelle. Le travail lent et régulier des champs ne peut rivaliser avec la promesse d'un enrichissement rapide. Au mois de mai 1848, à San Francisco, qui s'appelle encore officiellement Yerba Buena quelques années plus tôt, l'excitation devient visible. Sam Brannan, commerçant ambitieux, traverse les rues en agitant une fiole remplie de poussière d'or. Il annonce publiquement que l'American River regorge de métal précieux. Ce geste spectaculaire marque un tournant. À l'été 1848, la baie de San Francisco se vide littéralement de ses marins. Des équipages entiers abandonnent leurs navires pour rejoindre les zones aurifères. Les bateaux restent à quai, désertés. Vous pouvez presque entendre le silence étrange du port, interrompu seulement par le clapotis de l'eau contre les coques immobiles. La Californie, en 1848, ne dispose pas encore d'une véritable administration américaine solide. La guerre contre le Mexique touche à sa fin, mais le traité de Guadalupe-Hidalgo, signé le 2 février 1848, mettra encore plusieurs mois à être pleinement appliqué. Le territoire est dans une forme de transition juridique. Cette absence d'autorité forte facilite l'installation rapide des chercheurs d'or, sans véritable contrôle. En août 1848, des journaux de la côte Est commencent à relayer les informations venues de Californie. Au début,
Beaucoup restent sceptiques. Les États-Unis sont vastes, les rumeurs nombreuses. Mais les témoignages s'accumulent. Des lettres privées racontent des trouvailles impressionnantes. Des échantillons d'or circulent physiquement jusqu'à Washington et New York. Puis vient un moment décisif. Le 5 décembre 1848. Ce jour-là, dans son message annuel au Congrès, le président James K. Polk confirme officiellement que des quantités importantes d'or ont été découvertes en Californie. Cette déclaration donne un saut d'authenticité à la rumeur. Elle transforme une histoire régionale en phénomène national. Vous imaginez l'effet produit dans les villes de l'Est. Nous sommes à la fin de l'année 1848. L'économie américaine est encore marquée par des crises financières récentes, notamment la panique de 1837, dont les conséquences ont duré plusieurs années. Beaucoup d'hommes cherchent une seconde chance. L'idée qu'un territoire nouvellement acquis puisse offrir des richesses presque immédiates agit comme un aimant. À la fin de 1848, environ 6 000 à 7 000 chercheurs d'or sont déjà présents en Californie. Mais ce chiffre va exploser. Dès le début de 1849, des milliers d'hommes vendent leurs biens, quittent leurs emplois, empruntent de l'argent pour financer le voyage. On les appellera bientôt les 49ers, en référence à l'année 1849, qui devient le symbole de la grande vague migratoire. Vous ressentez cette montée progressive de la fièvre. Elle n'est plus locale. Elle traverse les États. Elle franchit même les océans. En Amérique latine, au Chili et au Pérou, la nouvelle circule dans les ports. En Europe, des articles apparaissent dans la presse. Dès 1849, des navires quittent la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne en direction de la Californie. L'or n'est plus seulement un métal trouvé dans une rivière. Il devient une promesse mondiale. Mais derrière cette promesse, la réalité matérielle se transforme rapidement. Les prix augmentent en Californie. Une simple pelle peut coûter plusieurs dollars. Les vivres deviennent rares dans certaines zones minières. San Francisco, qui comptait environ 1000 habitants en 1848, voit sa population multipliée en quelques mois. Vous marchez dans ces rues encore boueuses. Les bâtiments poussent à la hâte. Des tentes côtoient des structures en bois mal équarries. L'organisation urbaine est improvisée. Les incendies sont fréquents, notamment en 1849 et 1850, lorsque des quartiers entiers seront détruits par le feu, avant d'être reconstruits presque aussitôt. Et pourtant, tout cela ne fait que commencer. En 1848, la production d'or reste encore modeste à l'échelle nationale, mais elle est suffisante pour convaincre. En 1849, l'extraction augmente considérablement. En 1852, la production annuelle atteindra un sommet estimé à plus de 80 millions de dollars de l'époque. Une somme colossale qui influence l'économie américaine et même mondiale en augmentant la masse monétaire disponible. Vous comprenez peu à peu que la découverte du 24 janvier 1848 n'est pas seulement un événement local. Elle s'inscrit dans un moment clé de l'histoire américaine, celui de l'expansion vers l'ouest, que l'on appelle alors la destinée manifeste. Cette conviction que les États-Unis sont appelés à s'étendre d'un océan à l'autre. La Californie, encore périphérique en 1847, devient stratégique. L'afflux massif de population accélère son organisation politique. Moins de 2 ans après la découverte, le 9 septembre 1850, elle sera admise comme 31e État de l'Union. Tout cela est déjà en germe autour de vous, en cette année 1848. Vous êtes au moment précis où une découverte technique, presque accidentelle, se transforme en bouleversement démographique, économique et politique. La rivière continue de couler, indifférente. Les collines restent silencieuses. Mais sous cette apparente tranquillité, l'histoire est en marche, et vous venez d'en voir l'étincelle. Vous êtes maintenant à la fin de l'année 1848. L'hiver s'installe sur la côte est des États-Unis. À des milliers de kilomètres de l'American River, dans les rues de New York, de Boston, de Philadelphie, on parle d'une région lointaine dont beaucoup ne sauraient même pas situer précisément la position sur une carte quelques mois plus tôt. La Californie. Le 5 décembre 1848, le président James K. Polk confirme officiellement devant le Congrès
que des gisements d'or ont bien été découverts. Cette déclaration, imprimée dans les journaux, reproduite, commentée, agit comme une validation irréfutable. Ce n'est plus une rumeur de taverne, c'est une information d'État. Vous imaginez les ateliers d'imprimerie en pleine activité. Les presses claquent. L'encre fraîche imprègne le papier. Les titres parlent d'immenses richesses, de rivières aurifères, de fortunes rapides. L'Amérique de 1848 est un pays jeune, en pleine expansion démographique. La population approche les 23 millions d'habitants. Beaucoup vivent encore dans des conditions modestes, dépendant d'une agriculture fragile ou de métiers instables. L'idée qu'un territoire récemment acquis puisse offrir des opportunités presque illimitées provoque un véritable basculement psychologique. Au début de l'année 1849, la décision se prend souvent rapidement. Vous vendez ce que vous possédez, une ferme, un atelier, quelques meubles. Certains empruntent de l'argent à des proches, convaincus qu'ils reviendront riches en quelques mois. D'autres partent presque sans rien, avec l'espoir que la chance suffira. On estime qu'en 1849, environ 80 000 à 90 000 personnes prennent la route vers la Californie. C'est une migration d'une ampleur exceptionnelle pour l'époque, et ce flux ne vient pas seulement des États-Unis. Dès 1849, environ un quart des nouveaux arrivants sont étrangers. Mexicains, Chiliens, Péruviens, Britanniques, Français, Allemands et très rapidement aussi des migrants venus de Chine. Vous sentez que le monde entier commence à converger vers cette bande de terre à l'ouest du continent nord-américain. 3 grandes routes s'offrent à vous. La première consiste à embarquer depuis la côte est, descendre l'Atlantique, contourner l'Amérique du Sud par le Cap Horn, puis remonter le long du Pacifique jusqu'à San Francisco. Ce voyage peut durer 5 à 8 mois. Les tempêtes au large du Cap Horn sont redoutées. Le froid, la houle, les maladies aborda rendent la traversée éprouvante. La deuxième option passe par l'isthme de Panama. Vous naviguez jusqu'à la côte Caraïbe, traversez la jungle à pied ou en pirogue, puis reprenez un navire sur le Pacifique. Ce trajet est plus court, mais les fièvres tropicales, notamment le paludisme et la fièvre jaune, y font des ravages. La troisième route est terrestre. Vous partez du Missouri, souvent de la ville d'Independence, et vous suivez les pistes déjà empruntées par les pionniers de l'Oregon Trail. Environ 3000 km à parcourir à travers les grandes plaines, les montagnes rocheuses, puis les déserts du Nevada. Ce voyage dure 4 à 6 mois, parfois davantage. Vous marchez aux côtés d'une caravane au printemps 1849. Les chariots sont chargés de vivres, d'outils, de couvertures. On recommande d'emporter environ 90 kg de provisions par personne. Farine, haricots secs, café, lard salé. L'eau manque souvent. Les maladies circulent rapidement dans les campements. Le choléra frappe durement certaines caravanes en 1849, notamment le long de la Platte River. Chaque étape est un calcul. Chaque jour est une épreuve. Mais l'espoir demeure. On parle de pépites grosses comme des œufs. On raconte que certains ont gagné en quelques semaines l'équivalent de plusieurs années de salaire. En réalité, ces succès spectaculaires existent, mais ils sont rares. Pourtant, ils suffisent à entretenir la fièvre. À mesure que vous avancez, vous comprenez que la ruée vers l'or n'est pas seulement un phénomène économique. Elle transforme les mentalités. Elle nourrit l'idée que l'Ouest est un espace de renaissance, où les hiérarchies anciennes peuvent être bousculées. En 1849, San Francisco passe de quelques centaines d'habitants à plus de 25 000 en à peine un an. Les quais sont encombrés de navires abandonnés par leurs équipages. Les rues sont un mélange de boue, de planches et de tentes. Les prix flambent. Un simple œuf peut coûter $1, somme considérable pour l'époque. Vous arrivez dans une société en train de se construire dans l'urgence. Pas encore d'institutions solides, peu d'infrastructures, mais une énergie presque fébrile. La Californie, en 1849, n'est plus une périphérie lointaine. Elle est devenue le centre d'une ruée humaine sans précédent sur le continent américain. Et vous êtes désormais pris dans ce mouvement, porté par une vague qui dépasse les individus. Vous êtes désormais en plein cœur de l'année 1849. Le printemps a ouvert les pistes, et les grandes caravanes s'ébranlent vers l'ouest. Depuis les rives du Missouri,
des milliers de chariots quittent que les villes frontières comme Independence ou Saint-Joseph. On estime qu'environ 30 000 à 40 000 personnes choisissent que la voie terrestre pour rejoindre la Californie cette seule année. Vous avancez lentement, au rythme des bœufs. Les roues grincent, la poussière s'élève sous le soleil des grandes plaines. Les journées commencent avant l'aube. On replie les couvertures encore humides de rosée. On rallume un feu pour chauffer un peu de café noir. Puis l'on reprend la route. La traversée est méthodique. On suit des repères déjà connus, la Platte River, le South Pass dans les Rocheuses, puis la descente vers le désert du Grand Bassin. Mais en 1849, le flux est si important que les pistes s'encombrent. Des dizaines de chariots peuvent s'étirer sur plusieurs kilomètres. Les dangers sont constants. Le choléra frappe particulièrement durant l'été 1849. Cette maladie, transmise par le eau contaminée, provoque des diarrhées sévères et une déshydratation rapide. Des centaines, peut-être des milliers de migrants meurent le long des pistes cette année-là. Vous passez parfois près de tombes improvisées, marquées par une simple planche ou un monticule de pierre. Pourtant, malgré les pertes, le mouvement continue. L'idée de l'or agit comme une force presque irrésistible. Pendant ce temps, sur les mers, les navires arrivent les uns après les autres dans la baie de San Francisco. En 1849, plus de 700 bateaux accostent dans le port. Beaucoup sont abandonnés par leurs équipages, qui partent immédiatement vers les mines. Certains navires sont transformés en entrepôts, en hôtels, en prisons flottantes. Vous marchez dans les rues de San Francisco à la fin de 1849. La ville est méconnaissable par rapport à celle de 1847. Sa population dépasse désormais 25 000 habitants. Des tentes côtoient des bâtiments en bois à peine achevés. Les prix sont exorbitants. Un repas simple peut coûter plusieurs dollars. Un outil basique se vend à un tarif multiplié par 10 par rapport à la côte Est. La ruée crée une économie déséquilibrée. Ceux qui vendent pas des pelles, des bottes, des vivres, ou qui tiennent des pensions, gagnent souvent plus sûrement leur vie que les chercheurs d'or eux-mêmes. Dès 1849, certains commerçants deviennent prospères sans jamais avoir touché une bâtée. En parallèle, les zones minières s'étendent. Les rivières de la Sierra Nevada, l'American River, la Yuba, la Feather River, sont fouillées méthodiquement. Au début, l'or est relativement accessible. On parle d'or alluvionnaire, déposé par l'érosion dans les lits des cours d'eau. La technique de la bâtée suffit parfois à récolter quelques grammes précieux. Mais très vite, la concurrence devient féroce. En 1850, la population totale de la Californie approche les 100 000 habitants, contre environ 15 000 non-autochtones seulement 2 ans plus tôt. Cette croissance fulgurante accélère les tensions. Le 9 septembre 1850, la Californie est admise officiellement comme 31e État des États-Unis, dans le cadre du compromis de 1850. Son entrée dans l'Union est liée aux débats nationaux sur l'esclavage, car elle est admise comme État libre, sans esclavage, modifiant l'équilibre politique entre États libres et esclavagistes. Vous comprenez alors que la ruée vers l'or n'est pas un simple épisode économique. Elle a des conséquences politiques majeures. Elle redessine l'équilibre du pays. Elle renforce l'expansion vers l'ouest et consolide la présence américaine sur le Pacifique. En 1850, la production d'or californien atteint déjà des dizaines de millions de dollars par an. En 1852, elle culminera à environ 80 millions de dollars. Cette injection massive d'or dans l'économie mondiale contribue à stimuler le commerce, les investissements et même les échanges internationaux. Mais derrière ces chiffres impressionnants, il y a des visages fatigués. Vous êtes l'un d'eux. Vos mains sont crevassées par l'eau froide, votre dos est douloureux. Les journées se ressemblent, tamisées, secouées, espérées. Certains trouvent une pépite et changent réellement de destin. Beaucoup ne récoltent que de la poussière dorée, à peine suffisante pour couvrir leurs dépenses. La fièvre est à son apogée. Et pourtant, déjà, sous cette agitation intense des années 1849 à 1850, se dessine une autre réalité. L'or facile commence à se raréfier. Les emplacements les plus riches sont occupés. Les méthodes artisanales montrent leurs limites,
Vous êtes au cœur de la grande vague humaine. Vous avez traversé un continent ou un océan pour atteindre cet Eldorado. Et maintenant, face à la rivière, vous comprenez que la promesse de richesse exige bien plus que du courage. Elle exige du temps, de la chance, et parfois un sacrifice silencieux que personne n'avait vraiment anticipé. Vous êtes désormais installé dans le mouvement lui-même. Ce n'est plus seulement une décision individuelle, c'est un courant massif qui traverse les États-Unis et dépasse leurs frontières. Entre 1849 et 1851, la ruée vers l'or atteint une intensité presque vertigineuse. En 1850, la Californie compte déjà près de 100 000 habitants non autochtones. En 1852, on estime que plus de 250 000 personnes ont rejoint le territoire depuis la découverte de 1848. Ce chiffre est immense pour l'époque. Jamais, dans l'histoire des États-Unis, une région n'a connu une telle croissance en si peu de temps. Vous vous souvenez du moment où vous avez décidé de partir? Peut-être en janvier 1849, après avoir lu un article reproduisant le message du président Polk. Peut-être au printemps, lorsque les pistes sont devenues praticables. La décision n'a pas été légère. Elle impliquait de tout quitter. Maison, famille, sécurité. Pour ceux qui choisissent la voie terrestre, le départ s'organise souvent au printemps. Il faut partir suffisamment tôt pour franchir les montagnes avant les premières neiges d'automne. Les convois s'ébranlent entre avril et juin. Chaque chariot est soigneusement chargé. Farine, lard salé, haricots, outils, armes, couvertures, pièces de rechange. On estime qu'un voyageur doit transporter plusieurs centaines de kilos de provisions pour espérer survivre au trajet. Vous avancez sur l'Oregon Trail, puis bifurquez vers la Californie. Les paysages changent lentement. Les grandes plaines semblent infinies. Le vent y souffle sans obstacle. Les nuits sont parfois d'une beauté saisissante, couvertes d'étoiles, mais le danger reste présent. En 1849, le choléra fait des ravages le long de la Platte River. Des centaines de voyageurs meurent en quelques semaines. Vous voyez des chariots abandonnés, des tombes improvisées. L'odeur de la maladie flotte parfois dans l'air chaud de l'été. Plus à l'ouest, les Rocheuses imposent leur épreuve. Les cols sont étroits, les pentes abruptes, les animaux s'épuisent. Certains chariots les doivent être allégés, parfois abandonnés. Chaque objet laissé derrière soi est un renoncement. Puis vient le désert du Grand Bassin. La chaleur est écrasante. L'eau devient rare. Les roues s'enfoncent dans le sable. Des migrants racontent avoir marché des jours entiers dans une poussière brûlante, avec la gorge sèche et les lèvres fendillées. Pendant ce temps, sur les mers, d'autres vivent une épreuve différente. Les navires qui contournent le cap Horn mettent souvent 6 mois pour atteindre la Californie. Les tempêtes sont violentes. Les passagers dorment dans des espaces exigus. Les maladies circulent. Certains bateaux perdent des hommes en mer. Ceux qui traversent l'isthme de Panama affrontent la jungle humide, les moustiques, la fièvre jaune. Le trajet est plus court, parfois 2 à 3 mois seulement, mais il est risqué. Vous comprenez que la ruée vers l'or ne commence pas dans la rivière. Elle commence sur la route. Elle commence dans le renoncement, dans la fatigue, dans la peur silencieuse de ne pas arriver. Entre 1849 et 1851, la Californie devient un carrefour mondial. Des Français arrivent, notamment après la révolution de 1848 en Europe, des Allemands, des Irlandais fuyant la Grande Famine, des Chiliens et des Péruviens expérimentés dans l'extraction minière. Et dès 1850, les premiers migrants chinois arrivent en nombre croissant, attirés par les récits de prospérité. On estime qu'en 1852, environ 20 000 Chinois vivent déjà en Californie. Leur présence modifie profondément la composition sociale des camps miniers. Vous marchez au milieu d'une foule hétérogène. On parle anglais, espagnol, français, cantonais. Les accents se mêlent autour des feux de camp. Chacun porte le même espoir, mais chacun vient d'un monde différent. La route est longue, mais elle est aussi un espace de transformation. Loin des structures sociales de l'Est ou de l'Europe, certains se sentent libres de recommencer leur vie. Les titres, les origines sociales, les réputations s'effacent. Vous êtes simplement un chercheur d'or parmi d'autres. Lorsque vous apercevez enfin les contreforts de la Sierra Nevada, vous ressentez une émotion profonde.
Derrière ces montagnes se trouvent les rivières aurifères, l'Eldorado tant évoqué. Mais vous ne savez pas encore que l'épreuve du voyage n'était que la première étape, car une fois arrivé, il faudra encore lutter contre la concurrence, contre la nature, contre la désillusion. La ruée vers l'or est un mouvement collectif, mais elle reste pour chacun une aventure solitaire. Et vous êtes désormais au seuil de cette nouvelle vie, au pied des montagnes, avec vos outils, votre fatigue et votre espoir intact. Vous avez franchi les montagnes. Après des semaines, parfois des mois de marche, les sommets de la Sierra Nevada s'ouvrent enfin sur les vallées de Californie. L'air y est différent, plus sec, chargé d'odeurs de pin chauffées par le soleil. Vous ressentez un mélange d'épuisement et d'excitation. Vous êtes arrivé. Nous sommes autour de 1850 ou 1851. La grande vague des 49ers a déjà transformé la région. Là où, 3 ans plus tôt, il n'y avait que quelques installations isolées. S'étendent portent désormais des camps miniers improvisés, reliés par des pistes poussiéreuses. Des lieux comme Sacramento, Marysville ou Stockton se développent à une vitesse spectaculaire. Sacramento, fondé en 1848, devient rapidement un centre logistique majeur pour les mines de la Sierra. En 1850, la ville compte déjà plusieurs milliers d'habitants. Les quais sont encombrés de marchandises, pelles, pioches, planches, tonneaux de farine, sacs de café. Vous avancez vers les zones aurifères, le long de l'American River ou de la Yuba River. Les rivières sont bordées de tentes, de cabanes en rondins, de structures précaires couvertes de toiles. L'activité est permanente. Des hommes agenouillés dans l'eau glacée tamisent le gravier. D'autres creusent des tranchées, construisent des rampes de lavage rudimentaires. Au début de la ruée, en 1848 et 1849, l'or était souvent accessible à la surface, sous forme de pépites ou de paillettes dans les alluvions. Mais en 1851, les gisements les plus faciles sont déjà largement exploités. Vous devez travailler plus longtemps pour obtenir moins. La concurrence est rude. Chaque parcelle de rivière est revendiquée, parfois simplement marquée par un écriteau ou une corde tendue. Les règles sont locales, établies par les mineurs eux-mêmes. Dans l'absence d'une autorité forte, des districts miniers se forment avec leurs propres codes et assemblées. Vous comprenez vite que l'image d'une richesse immédiate est exagérée. Oui, certains ont trouvé des pépites impressionnantes. En 1849, on rapporte des trouvailles de plusieurs centaines de grammes, parfois davantage. Mais ces cas restent minoritaires. La plupart des chercheurs gagnent juste assez pour couvrir leurs dépenses. Et ces dépenses sont élevées. En 1850, le coût de la vie en Californie est l'un des plus élevés du pays. Un sac de farine peut coûter jusqu'à 20 ou 30 dollars. Une paire de bottes se vend plusieurs dizaines de dollars. Les commerçants profitent de la demande constante. Vous remarquez que ceux qui tiennent des magasins ou des hôtels semblent souvent plus stables financièrement que ceux qui travaillent dans l'eau glacée toute la journée. La ruée vers l'or enrichit certes des mineurs, mais elle enrichit surtout ceux qui fournissent les mineurs. En 1852, la production d'or en Californie atteint son pic, avec environ 80 millions de dollars extraits en une seule année. Cette somme est colossale pour l'époque et contribue à dynamiser l'économie américaine et mondiale. L'or californien circule dans les banques, soutient le commerce international et alimente la croissance. Mais sur le terrain, la réalité est plus rude. Les journées sont longues, souvent 10 à 12 heures dans l'eau froide. Les mains sont gercées, le dos est douloureux. Les accidents sont fréquents. Éboulements, noyades, blessures avec les outils. Vous voyez aussi les tensions monter. Les mineurs étrangers, notamment latino-américains et chinois, sont parfois accusés de prendre trop de place. Dès 1850, la Californie adopte une Foreign Miners Tax, une taxe spéciale visant les mineurs étrangers. Cette mesure alimente les discriminations et les violences. Les peuples autochtones, déjà fragilisés par les maladies introduites depuis le début du XIXe siècle, subissent une pression croissante. Leurs terres sont envahies, leurs ressources détruites. Entre 1848 et 1860, la population autochtone de Californie chute dramatiquement en raison des maladies, des déplacements forcés et des violences.
vous prenez conscience que cette ruée n'est pas seulement une aventure individuelle. Elle est aussi un choc brutal pour les sociétés déjà présentes. Malgré tout, chaque matin, vous retournez à la rivière. Vous plongez votre bâté dans le courant. Vous secouez lentement, circulairement, comme on vous l'a appris. L'eau emporte le sable. Il reste quelques grains plus lourds au fond. Parfois, une lueur apparaît. Ce n'est peut-être pas la fortune promise dans les journaux de 1848. Mais c'est assez pour raviver l'espoir, pour vous convaincre de continuer encore un jour, puis un autre. La Californie de 1850 à 1852 est un monde en construction rapide, instable, fiévreux. Une société née presque du jour au lendemain, portée par le métal jaune. Et vous êtes au cœur de cette transformation, partagée entre l'illusion de richesse et la dure réalité du travail, dans une terre où tout semble possible, mais rien n'est garanti. Vous le ressentez désormais clairement. La ruée vers l'or ne façonne pas seulement des destins individuels. Elle fait naître des villes presque du jour au lendemain. Nous sommes entre 1850 et 1853. La Californie est officiellement devenue un État le 9 septembre 1850. Mais sur le terrain, l'organisation reste fragile. Ce sont les chercheurs d'or, les commerçants, les aventuriers qui donnent forme à cette nouvelle société. Vous arrivez dans un camp minier au bord de la Yuba River. Quelques mois plus tôt, ce n'était qu'un méandre tranquille entouré de collines boisées. À présent, des centaines de tentes blanches et de cabanes en bois brut couvrent les berges. Les cheminées improvisées laissent échapper une fumée constante. Le sol est piétiné, boueux en hiver, poussiéreux en été. Ces installations éphémères portent parfois des noms ambitieux. Hangtown, qui deviendra Placerville, Nevada City, Grass Valley. Certaines naissent en quelques semaines, attirées par la découverte d'un filon prometteur. En 1852, Nevada City compte déjà plusieurs milliers d'habitants. Vous marchez dans une rue principale improvisée. Des saloons s'alignent, portes battantes ouvertes sur des salles bruyantes. On y sert du whisky, du brandy, parfois importé à prix d'or. À côté, un magasin vend des outils. Pioches, bâtés, rampes de lavage. Les prix restent élevés, car tout doit être transporté depuis San Francisco ou Sacramento, puis acheminé vers les montagnes. San Francisco, justement, est devenu le cœur battant de cette transformation. Entre 1848 et 1852, sa population passe d'environ 1000 habitants à plus de 30 000. La ville connaît plusieurs incendies majeurs, notamment en 1849, 1850 et 1851. À chaque fois, des quartiers entiers partent en fumée. Et à chaque fois, on reconstruit, plus vite encore. Vous sentez cette énergie presque chaotique. Tout est provisoire, mais tout semble urgent. On bâtit sans plan précis, sans égout, sans route pavée. Les maladies circulent facilement. La variole, la dysenterie, le choléra frappent régulièrement les populations entassées dans des logements précaires. Dans les camps miniers, la proportion d'hommes est écrasante. En 1850, on estime que plus de 90% des chercheurs d'or sont des hommes. Cet déséquilibre crée une atmosphère particulière. Rude, compétitive, parfois violente. Les distractions sont rares et l'alcool devient un refuge fréquent. Pourtant, peu à peu, des femmes arrivent. Certaines rejoignent leur mari. D'autres ouvrent des pensions, des restaurants, des blanchisseries. Leur présence modifie l'ambiance des camps. Là où elles s'installent, on voit apparaître des écoles rudimentaires, des églises, des formes plus stables de vie communautaire. Vous comprenez que la ruée vers l'or n'est plus seulement une quête individuelle. Elle devient une société en formation. Des journaux locaux apparaissent dès 1849 et 1850 dans plusieurs villes minières. On y publie des annonces, des nouvelles politiques, des récits de découvertes spectaculaires. L'information circule rapidement, alimentant toujours la fièvre. Mais sous cette effervescence, les tensions s'accumulent. Les conflits pour la propriété des parcelles minières sont fréquents. Les limites ne sont pas toujours claires. Les districts miniers adoptent leurs propres règlements, votés en assemblée. Vous assistez parfois à ces réunions où l'on débat des règles d'exploitation, de la taille des concessions, des sanctions en cas de vol. En l'absence d'une justice pleinement structurée, des comités de vigilance se forment. Ils prétendent
maintenir l'ordre. Parfois, cela se traduit par des procès improvisés et des pendaisons publiques. Le surnom Hangtown, donné à Placerville, rappelle cette justice expéditive des débuts. L'économie, elle, continue de s'intensifier. En 1852, année record pour la production d'or, la Californie contribue massivement à l'économie nationale. Les banques de l'Est reçoivent des cargaisons d'or. Le commerce maritime entre San Francisco et le reste du monde s'intensifie. Vous vivez dans une société où tout semble possible, mais où rien n'est instable. Une ville peut prospérer pendant 2 ans, puis décliner si le filon s'épuise. Un camp peut disparaître presque entièrement en quelques mois. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque échoppe semble suspendu à la richesse d'une rivière. Et vous, au milieu de cette agitation, vous ressentez à la fois l'excitation d'appartenir à un moment unique de l'histoire et la fragilité constante d'un monde construit sur la poussière d'or. Vous sentez peu à peu que quelque chose change dans l'air. Nous sommes désormais autour de 1852, 1853, peut-être 1854. Les années les plus accessibles de la ruée vers l'or sont derrière vous. Les pépites trouvées presque à la surface, dans les premiers temps de 1848 et 1849, sont devenues rares. Les rivières les plus faciles ont été fouillées, retournées, tamisées des milliers de fois. Et avec cette raréfaction, une transformation profonde s'opère. Au début, chacun pouvait travailler seul, avec une simple bâtée ou une petite rampe en bois. Désormais, l'exploitation devient plus complexe, plus coûteuse. Vous voyez apparaître des équipes organisées, des investisseurs, des entreprises minières capables d'engager plusieurs dizaines d'ouvriers. Les techniques évoluent rapidement. Dès le début des années 1850, l'exploitation hydraulique commence à se développer à grande échelle. On détourne des cours d'eau, on construit des canaux, parfois sur plusieurs kilomètres, pour acheminer l'eau sous pression vers les collines aurifères. Vous entendez le grondement sourd de l'eau propulsée à travers de longs tuyaux. Cette eau est dirigée vers des lances métalliques, appelées monitors, qui projettent un jet puissant contre les flancs des collines. La terre est littéralement pulvérisée. Des pans entiers de paysages s'effondrent sous la pression. C'est un spectacle impressionnant, mais brutal. L'or contenu dans ces masses de terre est ensuite récupéré dans de longues rampes équipées de plaques et de grilles. Cette méthode permet d'extraire des quantités bien supérieures à celles des chercheurs isolés. En 1852, la production d'or atteint environ 80 millions de dollars. Mais à mesure que l'exploitation se mécanise, les petits mineurs indépendants peinent à suivre. Vous le ressentez dans votre propre quotidien. Les terrains les plus prometteurs sont souvent achetés ou contrôlés par des compagnies. La ruée vers l'or, qui avait commencé comme une aventure presque égalitaire, se transforme peu à peu en industrie. Les investissements augmentent. On construit des scieries, des routes, des systèmes de transport. Sacramento devient un centre administratif et commercial essentiel. San Francisco consolide son rôle de port majeur sur le Pacifique. Mais ce progrès a un coût. Les rivières sont chargées de boue et de sédiments. Les vallées en contrebas sont parfois inondées par les déchets miniers. Les terres agricoles commencent à être affectées. Les conflits entre agriculteurs et compagnies minières émergent dès les années 1850. Vous voyez des collines éventrées, des paysages méconnaissables. Là où se trouvaient des forêts paisibles quelques années plus tôt, s'étendent désormais des cicatrices de terre nue, ravinées. Parallèlement, la pression sur les populations autochtones s'intensifie. Entre 1848 et 1860, la population autochtone de Californie chute dramatiquement, passant d'environ 150 000 personnes à moins de 30 000 selon certaines estimations. Les maladies, les déplacements forcés et les violences contribuent à cette catastrophe humaine. La ruée vers l'or accélère ainsi un processus de marginalisation et de destruction déjà amorcé auparavant, mais rendu brutalement plus rapide par l'arrivée massive des colons. Dans les camps, l'atmosphère évolue également. Les tensions raciales s'accentuent. La Foreign Miners Tax, instaurée dès 1850 et renforcée en 1852, impose une taxe mensuelle aux mineurs étrangers.
visant particulièrement les latino-américains et les Chinois. Cette mesure nourrit ressentiment et discrimination. Vous entendez des discussions animées autour des feux de camp. Certains défendent l'idée d'un droit universel à chercher l'or. D'autres revendiquent une priorité pour les Américains. La ruée révèle autant les espoirs que les fractures d'une société en expansion. Malgré tout, le travail continue. Chaque matin, le bruit des outils reprend. Les machines grincent. L'eau frappe la terre. Les convois transportent l'or vers les villes, puis vers les banques. Entre 1852 et 1855, la production commence lentement à diminuer, sans s'effondrer pour autant. L'or reste abondant, mais il exige plus de capital, plus d'organisation, plus de force collective. Vous comprenez que le temps des pionniers solitaires touche à sa fin. La Californie de 1854 n'est plus celle de 1848. Elle est plus peuplée, plus structurée, plus conflictuelle. Elle est entrée dans une phase industrielle. Et vous, qui aviez peut-être imaginé devenir riche en quelques mois, vous vous retrouvez au cœur d'un système plus vaste, où l'or circule en grande quantité, mais où la fortune individuelle devient de plus en plus incertaine. La fièvre ne s'est pas totalement éteinte, mais elle a changé de visage. Vous vous réveillez avant l'aube. L'air est encore froid dans les contreforts de la Sierra Nevada. Autour de vous, les silhouettes des tentes et des cabanes se dessinent à peine dans la pénombre. Nous sommes quelque part entre 1850 et 1855, dans l'un de ces nombreux camps miniers qui ont surgi le long des rivières californiennes. La nuit a été courte. Le sol est dur sous votre couverture. Vous entendez déjà le crépitement de quelques feux que l'on rallume, le choc métallique d'une pelle que l'on déplace, le murmure de l'eau toute proche. La journée commence tôt, souvent vers 5 ou 6 heures du matin. Le travail dure jusqu'au coucher du soleil. 10 à 12 heures dans l'eau glacée ou sous un soleil brûlant. Le rythme est soutenu, presque mécanique. Vous tamisez, vous creusez, vous transportez des seaux de gravier. Chaque geste est répété des centaines de fois. Dans les premières années, vers 1848 à 1849, un mineur chanceux pouvait extraire l'équivalent de plusieurs dizaines de dollars d'or en une seule journée. Mais au début des années 1850, les rendements moyens diminuent. Beaucoup gagnent à peine quelques dollars quotidiens, parfois moins. Or, le coût de la vie reste extrêmement élevé. Un simple repas chaud dans un camp peut coûter $1 ou davantage. Une chemise, une paire de bottes, un outil cassé représentent une dépense importante. L'argent circule vite et il repart tout aussi vite vers les commerçants. Vous vivez dans une communauté essentiellement masculine. En 1850, on estime que les femmes représentent moins de 10% de la population californienne. Cette disproportion crée un climat particulier, compétitif, parfois instable. Les tensions éclatent pour des questions de territoire, d'argent ou simplement d'orgueil blessé. Les loisirs sont rares mais intenses. Le soir, certains se rendent dans les saloons. On y joue aux cartes, au poker, au faro. Les sommes mises en jeu peuvent être élevées. Il n'est pas rare qu'un mineur perde en une nuit le fruit de plusieurs semaines de travail. L'alcool est omniprésent. Le whisky coule abondamment, souvent de mauvaise qualité, importé à prix fort. Dans cet univers rude, il devient une échappatoire. Mais il alimente aussi les bagarres, les disputes, parfois les drames. Pourtant, au milieu de cette agitation, il existe aussi des formes de solidarité. Vous partagez parfois votre campement avec 2 ou 3 compagnons. On se relaie pour cuisiner. On s'entraide en cas de maladie ou de blessure. Des amitiés solides naissent dans ces conditions difficiles. La diversité culturelle est frappante. En 1852, près d'un quart des mineurs sont étrangers. Les Chiliens et les Mexicains apportent leur expérience des techniques minières. Les Chinois, dont le nombre augmente rapidement à partir de 1851 à 1852, travaillent souvent en groupes organisés, méthodiques, parfois sur des terrains déjà abandonnés par d'autres. Vous entendez des langues différentes autour de vous. Les accents se mêlent, les traditions culinaires aussi. Mais cette diversité ne garantit pas l'harmonie. Les tensions ethniques sont fréquentes, alimentées par la concurrence et par des lois discriminatoires.
Les maladies circulent facilement dans les camps surpeuplés. L'eau n'est pas toujours potable. Les installations sanitaires sont rudimentaires. La dysenterie, le scorbut, les infections cutanées sont courantes. Un simple accident peut devenir fatal faute de soins appropriés. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré les déceptions, chaque matin, vous retournez à la rivière. Pourquoi ? Parce que l'or est toujours là. Peut-être un peu plus profond, peut-être plus difficile à atteindre, mais la possibilité demeure. Un coup de chance, une poche oubliée, une veine plus riche que les autres. La ruée vers l'or n'est pas seulement une réalité économique, c'est un état d'esprit, une tension constante entre l'effort et l'espérance. Vous vivez dans un monde instable, où les villes naissent et disparaissent en quelques années, où la fortune et la ruine peuvent se succéder en une semaine. Et dans ce camp poussiéreux, au bord d'une rivière transformée par des milliers de mains, vous sentez que vous participez à quelque chose de plus vaste que votre propre quête. La construction rapide, parfois chaotique, d'un nouvel Ouest américain. La nuit est tombée sur le camp. Le vent descend doucement des collines, apportant une fraîcheur presque bienvenue après la chaleur du jour. Autour des feux, les silhouettes se découpent dans la lumière vacillante. Nous sommes entre 1851 et 1856. La ruée vers l'or continue, mais elle a perdu l'innocence fiévreuse de ses débuts. Vous êtes assis sur une caisse en bois, les mains encore marquées par l'eau et le gravier. La fatigue est profonde, presque lourde dans vos épaules. Vous faites mentalement vos comptes. Combien d'or avez-vous réellement mis de côté depuis votre arrivée ? Suffisamment pour rentrer ? Suffisamment pour acheter une terre ? Beaucoup commencent à comprendre que la richesse spectaculaire n'est pas la norme. Les statistiques de l'époque sont difficiles à établir avec précision, mais les témoignages concordent. Seule une minorité de mineurs devient réellement prospère. La majorité gagne modestement sa vie, et une part importante repart sans fortune. À mesure que les années passent, les règles se formalisent davantage. Les districts miniers, apparus spontanément dès 1849, rédigent des règlements écrits. On y définit la taille des concessions, souvent limitée à quelques mètres le long d'une rivière. On précise la durée d'occupation. Si vous cessez de travailler votre parcelle pendant un certain temps, elle peut être revendiquée par un autre. Ces règles locales servent à limiter les conflits, mais elles ne les empêchent pas toujours. Les disputes pour un emplacement prometteur dégénèrent parfois en violence. Les tribunaux officiels existent désormais en Californie, mais dans les zones reculées, la justice reste souvent informelle. Des comités de vigilance se forment encore dans certaines villes, prétendant protéger la communauté contre les voleurs ou les tricheurs. Vous avez peut-être assisté à une scène de jugement improvisée. Une foule rassemblée, des accusations lancées à voix haute, un verdict rapide. Ces moments rappellent que la société californienne des années 1850 reste en construction, encore marquée par l'absence d'institutions solides dans certaines régions minières. La solitude est un autre poids silencieux. La plupart des hommes ont laissé derrière eux des familles, des épouses, des parents. Les lettres mettent des mois à arriver. Certaines ne parviennent jamais. Le service postal s'améliore progressivement après 1850, mais les distances restent immenses. Vous relisez peut-être une lettre reçue de l'Est, datée de plusieurs mois plus tôt. Les nouvelles y sont déjà anciennes. Le monde que vous avez quitté continue sans vous. Des enfants grandissent, des saisons passent. Dans les camps, certains essaient de recréer des formes de normalité. Des églises rudimentaires sont construites dès le début des années 1850. Des écoles apparaissent dans les villes plus stables. Les premières institutions civiles se mettent en place, accompagnant l'intégration de la Californie comme État en 1850. Mais dans les zones strictement minières, la vie reste précaire. Les incendies sont fréquents, les inondations aussi. L'hiver transforme les camps en bourbiers. L'été soulève des nuages de poussière qui s'infiltrent partout, dans les vêtements, dans la nourriture, dans les poumons. Pendant ce temps, l'exploitation minière devient de plus en plus technique. Vers 1853 à 1855, les compagnies développent davantage l'extraction hydraulique et commencent à investir dans l'exploitation de filons de quartz, nécessitant des machines lourdes pour broyer la roche. Ces installations exigent du capital, des connaissances techniques et une organisation collective. Vous sentez que le temps du mineur,
isolé, armé de sa seule bâtée, s'éloigne peu à peu. Les indépendants doivent s'associer ou accepter de travailler pour des compagnies. Certains deviennent salariés, payés à la journée. Le rêve d'indépendance absolue se heurte à la réalité économique. Et pourtant, malgré la désillusion progressive, la Californie continue d'attirer. Entre 1850 et 1860, la population de l'État passe d'environ 100 000 à plus de 380 000 habitants. Même si la fièvre initiale s'atténue après le pic de 1852, l'élan démographique est irréversible. Vous regardez autour de vous. Les collines portent les cicatrices de l'extraction. Les rivières sont troublées par les sédiments. Les camps les plus prospères commencent à ressembler à de véritables villes, avec des rues tracées plus régulièrement, des bâtiments en briques, des administrations locales. La ruée vers l'or a transformé ce territoire en moins d'une décennie. Mais pour vous, au cœur de ces années 1851 à 1856, elle reste une expérience intime, une succession de journées longues, d'espoirs ravivés par une simple paillette brillante au fond de la bâtée. Peut-être commencez-vous à comprendre que la véritable transformation n'est pas seulement celle du paysage ou de l'économie, c'est aussi la vôtre. Vous êtes arrivé ici avec l'image d'une richesse rapide. Vous découvrez une réalité plus complexe, celle d'un monde rude, instable, où l'or existe bel et bien, mais où il exige du temps, de l'endurance et parfois le renoncement à certaines illusions. Le feu baisse lentement. Les conversations se font plus rares. Demain, à l'aube, vous retournerez à la rivière. Vous sentez que la société qui vous entoure ne peut pas rester indéfiniment dans l'improvisation. Nous sommes entre 1850 et 1856. La Californie est devenue un État, mais sur le terrain, l'ordre reste fragile. Les villes minières ont poussé vite, trop vite. Des milliers d'hommes venus d'horizons différents cohabitent dans des espaces restreints, animés par le même objectif, trouver de l'or. Au début de la ruée, en 1848 et 1849, les règles étaient simples et locales. On revendiquait une portion de rivière, on la marquait, et la communauté reconnaissait ce droit tant que vous l'exploitiez activement. Mais avec l'afflux massif de population en 1849 à 1850, ces arrangements informels deviennent insuffisants. Vous assistez à des assemblées improvisées. Les mineurs se réunissent pour voter des règlements. Taille des concessions, durée d'exploitation, sanctions en cas de vol. Ces codes miniers varient d'un district à l'autre, mais ils forment la base d'un droit local original, adapté aux réalités du terrain. Pourtant, ces règles ne suffisent pas toujours à contenir les tensions. Les conflits sont fréquents. Une parcelle particulièrement riche peut déclencher des disputes violentes. Les armes circulent facilement. Beaucoup portent un revolver ou un couteau à la ceinture. Entre 1850 et 1851, à San Francisco, la criminalité inquiète une partie des habitants. Des vols, des incendies volontaires, des agressions alimentent un climat d'insécurité. En 1851, un premier comité de vigilance est créé dans la ville. Il regroupe des citoyens décidés à maintenir l'ordre eux-mêmes, en dehors des tribunaux traditionnels jugés inefficaces. Vous voyez ces groupes s'organiser. Ils arrêtent des suspects, organisent des procès rapides, parfois expéditifs. Des pendaisons publiques ont lieu. Le surnom de Hangtown, donné à Placerville, témoigne de cette justice brutale des premières années. En 1856, un second comité de vigilance se forme à San Francisco, encore plus puissant que le précédent. Il compte plusieurs milliers de membres et agit comme une autorité parallèle. Cette période montre combien la société californienne est encore en construction, oscillant entre démocratie locale et justice populaire. Mais la violence ne concerne pas seulement les conflits entre mineurs. Elle touche aussi les populations étrangères et autochtones. Dès 1850, la Californie adopte la Foreign Miners Tax, imposant une taxe mensuelle aux mineurs étrangers. Officiellement, il s'agit de générer des revenus pour l'État. En réalité, la mesure vise particulièrement les latino-américains et, à partir de 1852, les mineurs chinois. Cette taxe est souvent appliquée de manière arbitraire, accompagnée d'intimidation. Vous entendez des discours hostiles.
Certains affirment que l'or appartient aux Américains. D'autres dénoncent la concurrence étrangère. Les tensions raciales s'enracinent dans ces années-là. Pour les peuples autochtones de Californie, la situation est encore plus dramatique. La ruée vers l'or envahit leur territoire de chasse et de pêche. Les ressources sont détruites par l'exploitation minière, les rivières polluées, les forêts coupées. Entre 1848 et 1860, la population autochtone chute de manière catastrophique. Maladies, déplacements forcés, massacres ponctuels contribuent à cette tragédie. En 1851 à 1852, des milices locales mènent des expéditions contre certaines communautés autochtones, souvent avec le soutien implicite ou explicite des autorités locales. Vous comprenez alors que l'ordre qui se met en place est un ordre inégal. Il protège certains intérêts, en marginalise d'autres. En parallèle, les institutions officielles se renforcent progressivement. Des tribunaux sont établis, des shérifs sont élus, des lois d'État encadrent davantage la propriété, le commerce, les impôts. La Californie commence à s'intégrer pleinement dans le système juridique américain. Cette transition est lente. Elle se fait au milieu du bruit des pioches, du fracas des lances hydrauliques, des cris dans les saloons. Vous vivez dans un monde où la frontière entre chaos et organisation est encore mince. Un monde où la richesse attire autant qu'elle divise. La ruée vers l'or ne transforme pas seulement les paysages et l'économie. Elle forge aussi les bases d'un nouvel ordre social et politique dans l'Ouest américain. Et vous, au milieu de ces tensions, vous apprenez à naviguer entre les règles écrites, les codes tacites et les dangers parfois imprévisibles d'une société née dans la poussière et le métal. Vous sentez que la Californie n'est plus seulement un territoire de fortune improvisé. Nous sommes désormais au milieu des années 1850. Après son admission officielle comme 31e État le 9 septembre 1850, la Californie doit se structurer politiquement, juridiquement, administrativement. Mais cette construction se fait à un rythme aussi rapide que désordonné. En 1850, la population non autochtone approche les 100 000 habitants. 10 ans plus tard, en 1860, elle dépassera 380 000. Cette croissance impose des décisions rapides. Organisation des comtés, mise en place de tribunaux permanents, création d'un système fiscal stable. Vous assistez peut-être à une élection locale. Des affiches rudimentaires annoncent les candidats au poste de shérif ou de juge. Beaucoup sont d'anciens mineurs, des commerçants, des hommes arrivés depuis peu. La démocratie fonctionne, mais elle est encore fragile. Les fraudes électorales existent, tout comme les pressions politiques. À San Francisco, les années 1850 sont marquées par des luttes d'influence entre différents groupes, marchands, démocrates, républicains naissants, partisans d'une ligne dure contre la criminalité. Le comité de vigilance de 1856, fort de plusieurs milliers de membres, défie ouvertement les autorités municipales. Il exile certains responsables politiques accusés de corruption. Vous comprenez que la ruée vers l'or a accéléré la politisation de la région. La richesse générée par l'or attire les ambitions. Contrôler les taxes, les ports, les terres devient stratégique. La question de l'esclavage, qui divise profondément les États-Unis dans les années 1850, traverse également la Californie. Lors de son admission dans l'Union en 1850, l'État est reconnu comme libre, sans esclavage. Cette décision s'inscrit dans le compromis de 1850, destiné à maintenir un équilibre fragile entre États libres et esclavagistes. Vous sentez que la Californie, bien que géographiquement éloignée des champs de coton du Sud, est pleinement intégrée aux tensions nationales. L'or qu'elle produit circule vers les banques de New York, finance des investissements à l'Est, alimente le commerce international. Elle n'est plus une frontière isolée, elle est devenue un acteur économique majeur. Les infrastructures se développent progressivement. Des routes sont améliorées pour relier les villes minières aux centres urbains. Des compagnies de diligence assurent le transport du courrier et des passagers. En 1851, le service postal fédéral s'organise plus efficacement en Californie, réduisant peu à peu les délais de communication avec l'Est. Vous voyez apparaître des bâtiments en briques dans certaines villes prospères, remplaçant les tentes et les cabanes de bois. Des écoles publiques sont fondées. Des journaux deviennent quotidiens.
La société se stabilise, même si les inégalités persistent. L'exploitation minière, elle, continue d'évoluer. L'extraction de l'or dans les filons de quartz prend de l'importance à partir du milieu des années 1850. Elle nécessite des machines lourdes, des broyeurs mécaniques, des capitaux importants. Les compagnies minières se structurent en sociétés par action. Vous constatez que l'esprit pionnier des débuts laisse place à une économie plus organisée, plus capitalisée. Les petits mineurs indépendants sont moins nombreux. Beaucoup se reconvertissent. Certains deviennent agriculteurs dans les vallées fertiles, d'autres commerçants, transporteurs, artisans. La Californie cesse progressivement d'être uniquement une terre de chercheurs d'or. Elle devient une société diversifiée, avec des villes permanentes, une agriculture en expansion, un commerce dynamique. Mais cette intégration a aussi son revers. Les discriminations envers les populations chinoises s'intensifient au fil des années 1850. Des violences éclatent sporadiquement dans certains districts miniers. Les peuples autochtones continuent de subir marginalisation et déplacements forcés. Vous vivez dans un État en pleine croissance, mais traversé par des lignes de fractures profondes. La ruée vers l'or, qui avait commencé comme une quête individuelle de richesse en 1848, a désormais façonné un système politique, économique et social durable. Elle a accéléré l'expansion vers l'ouest, consolidé la présence américaine sur le Pacifique et renforcé le poids de la Californie dans la jeune nation. Et vous, témoin de ces années 1850, vous réalisez que l'or n'a pas seulement transformé votre quotidien. Il a contribué à redessiner l'équilibre d'un pays entier. Lorsque l'on pense à la ruée vers l'or, on imagine presque toujours des silhouettes masculines penchées au-dessus des rivières, des visages burinés par le soleil, des mains couvertes de boue. Et il est vrai qu'en 1850, plus de 90% de la population californienne est composée d'hommes. Pourtant, dès 1849, des femmes sont présentes, moins nombreuses, souvent moins visibles dans les récits, mais essentielles dans la transformation durable de la société californienne. Vous les apercevez dans les rues encore poussiéreuses de San Francisco ou de Sacramento. Certaines sont arrivées avec leurs maris, traversant les plaines ou les océans dans les mêmes conditions difficiles. D'autres ont rejoint la Californie seules, attirées par les opportunités économiques qu'offre un territoire presque entièrement masculin. Dans les camps miniers, leur présence change l'atmosphère. Là où elles s'installent, même brièvement, les comportements se modifient légèrement. On construit des logements plus stables. On ouvre des pensions, des auberges, des restaurants. Une femme qui tient une pension en 1852 peut gagner davantage qu'un mineur moyen. Les repas chauds, le linge lavé, un lit propre sont des services précieux dans un univers rude. Certaines deviennent de véritables entrepreneuses, accumulant un capital significatif. Vous sentez que la ruée vers l'or crée des opportunités inattendues. Dans l'Est des États-Unis ou en Europe, les possibilités économiques offertes aux femmes sont souvent limitées. En Californie, la pénurie féminine modifie l'équilibre. Leur travail est recherché, valorisé. Des femmes ouvrent des commerces, gèrent des hôtels, tiennent des boutiques. D'autres travaillent comme cuisinières, blanchisseuses, couturières. Certaines participent même directement à l'extraction de l'or, bien que cela reste minoritaire. Mais tout n'est pas synonyme d'émancipation. La vie reste difficile. Les logements sont précaires, les soins médicaux limités. La mortalité infantile demeure élevée dans les années 1850, comme dans le reste du pays. Les grossesses dans des camps isolés représentent un risque important. Vous entendez aussi parler de femmes arrivées contre leur gré ou poussées par la nécessité économique qui travaillent dans les maisons closes. La prostitution devient un phénomène visible dans certaines villes minières, alimentée par le déséquilibre démographique. Elle constitue pour certaines une source de revenus importante, mais elle expose également à la violence et aux maladies. À mesure que les années passent, entre 1850 et 1860, la proportion de femmes augmente progressivement. En 1860, elle représente environ un tiers de la population californienne. Ce changement démographique favorise l'installation durable des familles. Vous voyez apparaître des écoles publiques, des églises, des associations caritatives.
des communautés religieuses envoient des missionnaires et des enseignantes. Les structures sociales se renforcent, les mariages se multiplient, les registres d'état civil se remplissent. La Californie cesse d'être uniquement un territoire de passage pour devenir un lieu d'ancrage. Dans les vallées agricoles, notamment autour de Sacramento et dans la Central Valley, des familles s'installent pour cultiver la terre, profitant des besoins alimentaires croissants des villes minières. L'économie se diversifie. Vous comprenez que derrière la fièvre aurifère se cache une transformation plus profonde. La naissance d'une société complète, avec ses foyers, ses enfants, ses habitudes quotidiennes. La ruée vers l'or n'est plus seulement une aventure individuelle masculine. Elle devient un processus de peuplement. Et dans les rues encore irrégulières des villes californiennes, entre les saloons bruyants et les entrepôts de marchandises, vous percevez la présence plus discrète mais déterminante de celle qui participe à stabiliser ce monde en construction. Vous sentez que quelque chose s'apaise lentement. Nous sommes désormais entre le milieu des années 1850 et le début des années 1860. La grande fièvre des premières années s'est atténuée. L'or est toujours extrait. Mais la Californie n'est plus seulement une terre de passage. Elle devient un lieu où l'on reste. En 1850, la population féminine était marginale. En 1860, lors du recensement fédéral, les femmes représentent environ 35% des habitants de l'État. Cette évolution démographique change profondément l'équilibre social. Vous marchez dans une rue de Sacramento ou de Stockton vers 1860. Les bâtiments sont plus solides qu'en 1849. Beaucoup sont désormais construits en briques, notamment après les incendies dévastateurs du début des années 1850. Les trottoirs en bois sont plus réguliers. Les enseignes commerciales sont mieux établies. Vous entendez le son d'une cloche d'école. Les premières écoles publiques se multiplient dans les années 1850, encouragées par la Constitution californienne de 1849, qui prévoit un système d'éducation publique. En 1854, une loi organise plus précisément l'enseignement dans l'État. Des enfants jouent dans une cour poussiéreuse. Ils sont nés ici, en Californie. Ils n'ont pas connu la traversée des plaines ni les tempêtes du Cap Horn. Pour eux, la ruée vers l'or n'est pas un départ, mais un héritage. Vous assistez à des baptêmes, à des mariages célébrés dans des églises modestes mais permanentes. Les communautés religieuses, catholiques, protestantes, méthodistes, s'implantent durablement. Elles construisent des hôpitaux, des orphelinats, des écoles. La vie familiale apporte une stabilité nouvelle. Les horaires se régularisent, les commerces diversifient leurs produits, les marchés proposent davantage que de simples vivres importés. Légumes cultivés localement, viandes issues d'élevages régionaux, produits laitiers. Car pendant que l'or attire les foules, l'agriculture se développe. La Central Valley devient progressivement un grenier fertile. Les agriculteurs profitent de la demande constante des villes minières. Beaucoup d'anciens chercheurs d'or, lassés de l'incertitude, se tournent vers la terre, plus prévisible, plus stable. Mais vous voyez ces hommes qui ont abandonné la bâtée pour la charrue. Leur rêve n'est plus celui d'une pépite spectaculaire, mais d'une récolte régulière. En parallèle, l'économie californienne se diversifie. Le commerce maritime à San Francisco s'intensifie. Le port devient l'un des plus actifs du Pacifique. L'or extrait entre 1848 et le début des années 1860 représente plusieurs centaines de millions de dollars, injectés dans l'économie nationale et internationale. Mais la société reste marquée par des inégalités profondes. Les communautés chinoises, de plus en plus nombreuses à partir de 1852, s'organisent dans un quartier distinct, notamment à San Francisco. Elles créent leurs propres associations, leurs réseaux de solidarité. Pourtant, elles subissent discrimination et violences récurrentes. Les peuples autochtones, eux, continuent de voir leur territoire réduit. Dans les années 1850, des traités sont négociés puis souvent non ratifiés par le Sénat américain. De nombreuses communautés sont déplacées vers des réserves. Vous comprenez que la stabilisation de la société californienne ne signifie pas justice pour tous. Et pourtant, dans le quotidien, une forme de normalité s'installe. Les enfants grandissent. Les journaux deviennent plus réguliers. Les débats politiques s'intensifient
à l'approche de la guerre de sécession en 1861. La Californie, bien que géographiquement éloignée des grands champs de bataille, reste loyale à l'Union. L'or continue d'alimenter le trésor fédéral pendant la guerre. Vous ressentez le contraste entre les premières années de chaos et cette période d'enracinement, là où, en 1849, les villes semblaient provisoires. En 1865, beaucoup sont devenues permanentes. La ruée vers l'or a attiré des aventuriers. Mais elle a aussi fondé des familles. Et dans les rues plus ordonnées, dans les maisons en bois peint, dans les écoles où l'on apprend à lire et à écrire, vous percevez que le véritable héritage de ces années de fièvre n'est pas seulement le métal extrait des rivières. C'est une société nouvelle, née dans la poussière, qui prend racine et commence à se projeter vers l'avenir. Vous avancez dans une rue de San Francisco vers 1855. La ville est désormais bien plus qu'un camp improvisé. Pourtant, derrière les façades en briques et l'activité commerciale intense, des lignes de séparation se dessinent. Invisibles parfois, mais bien réelles. La ruée vers l'or avait attiré des hommes du monde entier. Dès 1849, des Chiliens, des Péruviens, des Mexicains arrivaient en nombre. À partir de 1852, l'immigration chinoise augmente fortement. Cette année-là seulement, plus de 20 000 migrants chinois débarquent en Californie. Vous entendez leur langue, vous observez leurs vêtements différents, leur méthode de travail souvent collective et disciplinée. Beaucoup travaillent sur des terrains déjà abandonnés par d'autres mineurs, récupérant de petites quantités d'or, là où d'autres ne voyaient plus rien. Mais cette persévérance suscite jalousie et hostilité. En 1850, la Californie adopte la Foreign Miners Tax, imposant une taxe mensuelle aux mineurs étrangers. Elle est brièvement suspendue, puis réinstaurée en 1852, fixée à 3 $ par mois, une somme importante pour un travailleur modeste. Cette taxe vise particulièrement les latino-américains et les Chinois. Vous voyez des collecteurs de taxes se présenter dans les camps, parfois accompagnés d'hommes armés. Ceux qui ne peuvent pas payer sont expulsés de leurs concessions. Dans certaines régions, des groupes de mineurs américains attaquent des camps étrangers. Des violences éclatent. Des hommes sont battus, dépouillés, chassés. La loi existe, mais son application est inégale. Les tribunaux locaux protègent rarement les victimes étrangères. À San Francisco, la communauté chinoise commence à se regrouper dans un quartier distinct, ce qui deviendra Chinatown. Ce regroupement est à la fois un refuge et une conséquence de l'exclusion. On y trouve des associations d'entraide, des commerces, des temples, mais la discrimination se renforce au fil des années. Dans les années 1860, des lois locales limitent l'accès de certains groupes à des métiers spécifiques. Les témoignages évoquent insultes, agressions, incendies criminels visant des établissements tenus par des étrangers. Les populations autochtones, quant à elles, ont payé un prix encore plus lourd. Entre 1848 et 1870, leur nombre chute dramatiquement. Les estimations varient, mais on parle d'une diminution de plus de la moitié de la population autochtone en moins de 20 ans. Vous voyez des villages abandonnés, des territoires de chasse détruits par l'exploitation hydraulique, des rivières rendues impropres à la pêche. Dans les années 1850, l'État de Californie finance même certaines milices locales chargées de pacifier des régions, ce qui conduit à des massacres et à des déplacements forcés. Les traités négociés en 1851 avec plusieurs nations autochtones ne sont jamais ratifiés par le Sénat américain, laissant ces peuples sans reconnaissance officielle de leurs droits territoriaux. Vous ressentez le contraste entre le discours de liberté associé à la conquête de l'Ouest et la réalité vécue par ces communautés. La ruée vers l'or a été présentée comme une opportunité ouverte à tous. En pratique, elle a favorisé certains groupes tout en marginalisant d'autres. Même au sein de la population américaine blanche, les inégalités persistent. Les anciens mineurs sans capital ont peu de chances de rivaliser avec les grandes compagnies minières. Le rêve d'égalité des débuts s'estompe. Pourtant, malgré ces fractures, la Californie continue de croître. En 1870, l'État compte plus de 560 000 habitants. Les villes s'étendent. Les voies ferrées
progresse vers l'ouest, culminant avec l'achèvement du chemin de fer transcontinental en 1869, reliant la Californie au reste du pays par voie terrestre continue. Vous comprenez alors que la ruée vers l'or n'est pas seulement une histoire d'enrichissement et d'expansion. C'est aussi une histoire de frontières sociales. Des frontières invisibles, tracées par la langue, l'origine, la couleur de peau. Et dans ce monde en pleine construction, vous percevez que l'or, en révélant les ambitions humaines, a aussi amplifié leur division. Vous marchez dans une Californie qui n'est plus celle des débuts héroïques racontés dans les journaux de 1849. Nous sommes désormais entre le milieu des années 1850 et les années 1870. La société s'est stabilisée en apparence. Mais sous cette stabilité demeurent des tensions profondes, parfois explosives. Les violences contre les populations chinoises s'intensifient à mesure que leur nombre augmente. En 1860, on estime qu'environ 35 000 à 40 000 Chinois vivent en Californie, soit près de 10% de la population de l'État. Beaucoup travaillent encore dans les mines, mais aussi dans la construction, la blanchisserie, la restauration. Lorsque le chemin de fer transcontinental est achevé, en 1869, des milliers d'ouvriers chinois qui ont participé à sa construction se retrouvent sans emploi stable. Certains retournent vers les mines. D'autres s'installent dans les villes. La concurrence sur le marché du travail devient plus visible, plus tendue. Vous entendez des discours de plus en plus virulents. Des meetings politiques dénoncent la menace étrangère. Dans certaines localités minières, des expulsions collectives ont lieu. Des quartiers chinois sont incendiés. L'épisode le plus tragique survient un peu plus tard, en 1871, à Los Angeles, où un massacre vise la communauté chinoise. Plusieurs dizaines de personnes sont tuées par une foule. Même si cet événement dépasse la période la plus intense de la ruée vers l'or, il s'inscrit dans le climat de xénophobie qui s'est installé progressivement depuis les années 1850. Vous comprenez que la ruée vers l'or a créé une société profondément multiculturelle, mais aussi profondément inégalitaire. Pour les peuples autochtones, la situation reste dramatique. Entre 1855 et 1870, de nombreuses communautés sont confinées dans des réserves, souvent sur des terres peu fertiles. Les politiques fédérales oscillent entre assimilation forcée et marginalisation. Les enfants sont parfois envoyés dans des écoles où l'on tente d'effacer leur langue et leurs traditions. Vous imaginez ces familles séparées, ces territoires ancestraux perdus, ces modes de vie bouleversés en l'espace d'une génération. L'exploitation minière hydraulique, qui s'est développée dans les années 1850, provoque également des conflits environnementaux. Les débris et sédiments charriés par les jets d'eau détruisent des terres agricoles en aval. Dans les années 1870, des agriculteurs intentent des procès contre les compagnies minières. En 1884, bien après le pic de la ruée, une décision judiciaire majeure, l'affaire Woodruff contre North Bloomfield Gravel Mining Company, limitera fortement l'exploitation hydraulique en raison de ses dégâts environnementaux. Cette décision marque l'un des premiers grands conflits environnementaux de l'histoire américaine. Vous voyez ainsi que l'héritage de la ruée vers l'or ne se limite pas aux années 1848 à 1852. Ses conséquences s'étendent sur plusieurs décennies. Dans les villes, la mémoire de la ruée commence déjà à se transformer. On raconte les exploits des pionniers. On glorifie les découvertes spectaculaires. Des livres, des articles, des récits personnels circulent. L'image du chercheur d'or solitaire devient un symbole de courage et d'audace. Mais derrière cette légende se cachent des réalités plus complexes. Des discriminations institutionnalisées, des violences collectives, des paysages dévastés. Vous ressentez cette dualité. D'un côté, la ruée vers l'or a permis l'essor rapide de la Californie, son intégration économique et politique dans les États-Unis, la création de villes prospères comme San Francisco. De l'autre, elle a laissé des cicatrices humaines profondes. Entre 1848 et 1870, la population de la Californie passe de quelques dizaines de milliers d'habitants à plus d'1 demi-million. Cette croissance fulgurante a redessiné la carte du pays.
Mais elle a aussi redéfini les rapports de force, installé des hiérarchies raciales durables et transformé irrémédiablement les territoires autochtones. Vous comprenez que l'histoire de la ruée vers l'or n'est ni entièrement glorieuse, ni entièrement sombre. Elle est faite de contradictions. Elle parle de rêve et d'exclusion, de liberté et d'injustice. Et tandis que les années passent, que les grandes découvertes se raréfient, que les villes se stabilisent, la mémoire collective commence déjà à simplifier ce passé tumultueux. Vous, qui avez traversé ces décennies imaginaires, vous percevez encore le bruit des pioches, le grondement des lances hydrauliques, mais aussi les voix étouffées de ceux que l'histoire officielle évoque moins souvent. La ruée vers l'or a enrichi une nation, mais elle a aussi révélé ses fractures. Vous sentez que le rythme a changé. Nous sommes désormais entre le milieu des années 1850 et les années 1870. La grande fièvre des débuts s'estompe lentement. Les récits de pépites trouvées à la surface appartiennent déjà au passé. L'or n'a pas disparu, mais il demande davantage d'efforts, davantage d'investissements, davantage de machines. Après le pic de production de 1852, estimé à environ 80 millions de dollars pour cette seule année, l'extraction commence à diminuer progressivement. Elle reste importante dans les années suivantes, mais elle ne retrouve jamais l'intensité exceptionnelle du début de la décennie. Vous voyez les anciens camps miniers se transformer. Certains deviennent des villes permanentes, avec une mairie, une école, une église. D'autres, privés de gisements rentables, se vident peu à peu. Les cabanes sont abandonnées, les toits s'effondrent, le vent soulève la poussière dans des rues désormais silencieuses. Ces lieux deviendront plus tard ce que l'on appellera des villes fantômes. Vous marchez dans l'une d'elles, les planches grincent sous vos pas. Une enseigne effacée pend au-dessus d'une porte close. Il reste peut-être quelques habitants, agriculteurs ou commerçants, mais la foule des chercheurs d'or a disparu. Dans les régions où l'or se trouve dans des filons plus profonds, l'exploitation continue sous forme industrielle. Les mines de quartz exigent des capitaux importants, des équipes organisées, des broyeurs mécaniques capables d'écraser la roche. Les sociétés minières dominent désormais le secteur. Vous comprenez que la ruée vers l'or, en tant que phénomène de masse spontanée, appartient au passé. Elle a laissé place à une activité minière structurée, intégrée à l'économie nationale. La Californie, elle, poursuit sa croissance. En 1870, la population dépasse 560 000 habitants. San Francisco devient un centre financier majeur de la côte pacifique. Les banques, alimentées par l'or des décennies précédentes, financent désormais des projets variés. Chemin de fer, agriculture, commerce international. L'achèvement du chemin de fer transcontinental en 1869 a profondément modifié la situation. Désormais, la Californie n'est plus isolée. Les marchandises et les personnes circulent plus rapidement entre l'Est et l'Ouest. Le voyage qui prenait autrefois des mois peut être effectué en quelques jours. Vous ressentez cette accélération. L'Ouest n'est plus une frontière lointaine et incertaine. Il devient une partie intégrée du pays. Beaucoup d'anciens mineurs se sont reconvertis. Certains exploitent près des terres agricoles dans la Central Valley. D'autres se sont installés dans le commerce, le transport, la finance. L'économie californienne repose de moins en moins uniquement sur l'or. Pourtant, le mythe demeure. Dans les journaux, dans les récits publiés dans les années 1860 et 1870, on glorifie les pionniers de 1849. Les 49ers deviennent des figures presque légendaires. On raconte leur courage, leur endurance, leur audace. Vous percevez la distance entre la réalité vécue, la fatigue, la désillusion, les inégalités, et l'image idéalisée qui commence à s'installer dans la mémoire collective. La ruée vers l'or a profondément transformé le paysage. Des collines éventrées, des rivières détournées, des forêts coupées. Même lorsque les camps disparaissent, les cicatrices demeurent. Elle a aussi transformé la démographie. En une génération, la Californie est passée d'un territoire périphérique à un État dynamique, relié au reste du pays par le rail et le commerce maritime. Vous vous souvenez des premiers jours, en 1848,
lorsque tout semblait encore incertain. À présent, près de 20 ans plus tard, l'Ouest a changé de visage. L'or n'est plus une promesse de fortune immédiate pour des milliers d'hommes. Il est devenu un élément parmi d'autres d'une économie en expansion. La fièvre retombe, mais son empreinte reste profonde. Vous avancez maintenant dans les dernières décennies du XIXe siècle. Nous sommes entre 1870 et 1900. La ruée vers l'or appartient déjà au passé pour la plupart de ceux qui vivent en Californie. Pourtant, son ombre plane encore sur les villes, les paysages, les récits. L'extraction d'or continue, bien sûr. Les mines industrielles fonctionnent toujours dans certaines régions de la Sierra Nevada. Mais l'époque du chercheur solitaire penché sur sa bâtée est devenue rare. Les grandes compagnies dominent l'activité. Les investissements, les machineurs à vapeur, les structures métalliques ont remplacé l'improvisation des premières années. Vous traversez une ancienne ville minière devenue presque silencieuse. Des bâtiments en bois tiennent encore debout, comme figés dans le temps. Les rues larges, autrefois pleines de poussière et de cris, sont désormais calmes. Quelques familles y vivent encore, souvent tournées vers l'agriculture ou de petits commerces. Ces lieux deviennent peu à peu des symboles d'une époque révolue. On raconte aux enfants que jadis, des hommes sont venus ici du monde entier pour chercher l'or. Les récits s'embellissent. On insiste sur le courage, sur la ténacité, sur la chance. Dans les années 1000, 880 et 1890, des livres et des articles popularisent cette image romantique de la ruée vers l'or. Les pionniers sont décrits comme des figures héroïques, affrontant une nature sauvage pour bâtir une société nouvelle. Vous ressentez cependant le décalage entre cette mémoire idéalisée et la réalité plus complexe que vous avez traversée. Car la ruée vers l'or a aussi laissé des blessures. Les populations autochtones, réduites à une fraction de leur nombre initial, vivent désormais majoritairement dans des réserves ou en marge des villes. Leurs cultures ont été profondément affectées. Leurs territoires, souvent perdus sans reconnaissance officielle, ne leur ont jamais été pleinement restitués. Les communautés chinoises, malgré leur contribution essentielle à l'économie californienne, font face à une hostilité croissante à la fin du XIXe siècle. En 1882, le Congrès des États-Unis adopte le Chinese Exclusion Act, première grande loi fédérale limitant l'immigration sur des bases ethniques. Cette décision est le prolongement direct des tensions accumulées depuis les années 1850. Vous comprenez que la ruée vers l'or n'a pas seulement enrichi une région, elle a aussi façonné des politiques d'exclusion durable. Sur le plan économique, l'or extrait entre 1848 et la fin du siècle représente plusieurs centaines de millions de dollars. Cette richesse a contribué à financer le développement de la Californie, ports, banques, routes, chemins de fer. San Francisco devient l'un des principaux centres financiers du pays, reliant les États-Unis au commerce du Pacifique, notamment avec l'Asie. La ruée vers l'or a également renforcé l'idée de la frontière comme espace de renouveau. Elle a nourri le mythe américain selon lequel chacun peut recommencer sa vie ailleurs, trouver sa chance dans un territoire nouveau. Mais vous savez que cette promesse n'a pas été égale pour tous. Au fil des décennies, les paysages portent toujours les marques de l'exploitation. Les collines ravinées par les jets hydrauliques, les rivières chargées de sédiments, les vallées transformées. Même lorsque l'activité minière ralentit, ces cicatrices restent visibles. Pourtant, la Californie continue de prospérer. L'agriculture, l'élevage, le commerce maritime, puis l'industrie prennent le relais. L'or n'est plus le seul moteur, mais il a servi de catalyseur initial. Vous réalisez que la ruée vers l'or a été un accélérateur d'histoire. En moins de 20 ans, elle a transformé un territoire périphérique en un état clé de l'Union. Elle a attiré des centaines de milliers de migrants. Elle a contribué à intégrer l'Ouest au reste du pays, politiquement et économiquement. Aujourd'hui, à la fin du XIXe siècle, la fièvre est retombée. Les générations ont changé. Les enfants des pionniers sont devenus adultes. Mais dans les mémoires, le scintillement de l'or demeure. Il brille dans les récits transmis au coin du feu, dans les journaux anciens, dans les ruines des villes fantômes que le vent traverse encore. Et vous comprenez que, même lorsque les rivières cessent d'offrir leurs paillettes,
L'idée de la ruée, cette course vers un avenir meilleur, incertain mais prometteur, continue d'habiter l'imaginaire américain. Vous vous tenez maintenant bien après les premières paillettes de 1848. Le XXe siècle s'ouvre et la ruée vers l'or appartient officiellement à l'histoire. Pourtant, si vous marchez dans certaines vallées de la Sierra Nevada, vous voyez encore les traces de ces années de fièvre. Les collines portent les cicatrices de l'exploitation hydraulique. Les rivières ont changé de cours, chargées autrefois de tonnes de sédiments. Les forêts ont repoussé par endroits, mais le relief garde la mémoire des jets d'eau qui ont éventré la terre dans les années 1850 et 1860. Vous comprenez que l'héritage de la ruée vers l'or n'est pas seulement économique ou démographique, il est aussi environnemental. Les conflits juridiques de la fin du XIXe siècle, notamment la décision de 1884 limitant l'exploitation hydraulique, marquent l'un des premiers grands débats américains sur la protection des terres face à l'industrie. Mais l'héritage est aussi profondément symbolique. Au début du XXe siècle, la Californie est devenue un État majeur. Agriculture puissante dans la Central Valley, port de San Francisco, actif sur le commerce du Pacifique, développement progressif de nouvelles industries. L'or n'est plus le moteur principal, mais il a servi d'étincelle initiale. Entre 1848 et environ 1900, on estime que plus de 2 milliards de dollars d'or, en valeur de l'époque, ont été extraits des sols californiens. Cette richesse a alimenté les banques, soutenu l'économie américaine, facilité les investissements nationaux. Vous ressentez le vertige de ces chiffres. Tout cela est né d'un éclat aperçu dans un canal en janvier 1843. La ruée vers l'or a aussi renforcé une idée qui traverse toute l'histoire américaine, celle du recommencement. L'idée que l'on peut quitter un monde ancien, traverser des difficultés immenses et trouver ailleurs une nouvelle chance. Mais ce récit lumineux a longtemps éclipsé d'autres vérités. Les peuples autochtones, dont la population avait dramatiquement chuté entre 1848 et 1870, ont vu leur territoire transformé de façon irréversible. Leurs cultures ont survécu, mais souvent au prix d'une adaptation douloureuse. Les communautés chinoises, installées durablement en Californie, ont continué à faire face à des lois d'exclusion jusqu'au XXe siècle. L'Exclusion Act de 1882 ne sera abrogée qu'en 1943. Vous comprenez que l'héritage de la ruée vers l'or est double. D'un côté, il y a la prospérité, la croissance rapide, la naissance de grandes villes, l'intégration de la Californie dans l'Union comme un acteur central. De l'autre, il y a les exclusions, les violences, les paysages transformés, les inégalités durables. Au fil du XXe siècle, la ruée vers l'or devient un élément du patrimoine. Des villes fantômes sont préservées. Des musées racontent l'histoire des pionniers. Les visiteurs viennent voir les anciennes mines, observer les outils, imaginer la vie rude des chercheurs d'or. Vous marchez dans l'un de ces lieux restaurés. Les planches ont été consolidées. Des panneaux explicatifs décrivent les années 1849, 1852, 1860. Le silence y est différent de celui des débuts. Ce n'est plus le silence d'un territoire inconnu, c'est celui de la mémoire. La ruée vers l'or n'est plus un tumulte. Elle est devenue un récit, parfois romancé, parfois simplifié. Mais si vous fermez les yeux, vous pouvez encore entendre le clapotis de l'American River, le choc des pioches contre la roche, le grondement des lances hydrauliques. Vous comprenez alors que ce moment de l'histoire n'a pas seulement transformé un territoire, il a contribué à façonner l'identité d'un État, et en partie, celle d'une nation entière. Vous revenez lentement au point de départ, janvier 1848. Une rivière, un éclat discret au fond d'un canal. À cet instant, rien ne laisse présager que cette découverte va provoquer l'un des plus grands mouvements migratoires du XIXe siècle. Et pourtant, entre 1848 et le milieu des années 1850, plus de 300 000 personnes convergent vers la Californie. Des fermiers du Missouri, des ouvriers de New York, des marins de Boston, des paysans chiliens, des artisans allemands, des travailleurs chinois. Le monde entier semble aspirer, par ce territoire encore jeune,
à peine intégrée aux États-Unis par le traité de Guadalupe-Hidalgo en février 1848. Vous avez traversé ces années. Vous avez senti la poussière des pistes, l'humidité des rivières, le froid des nuits sous la tente. Vous avez vu des villes surgir en quelques mois, des fortunes se faire et se défaire, des collines disparaître sous la puissance de l'eau. La ruée vers l'or a accéléré l'histoire. En 1846, la Californie était une province éloignée du Mexique. En 1850, elle devient le 31e État des États-Unis. En 1869, le chemin de fer transcontinental relie définitivement l'Ouest à l'Est. En quelques décennies, un territoire périphérique devient un centre stratégique du commerce et de la finance. L'or extrait, plusieurs milliards de dollars en valeur cumulée sur la seconde moitié du XIXe siècle, irrigue l'économie nationale. Il contribue à stabiliser la monnaie, à financer des infrastructures, à soutenir l'expansion industrielle. Mais au-delà des chiffres, c'est une transformation humaine que vous percevez. Des hommes ordinaires ont quitté leur quotidien pour poursuivre une promesse incertaine. Certains ont trouvé la richesse. Beaucoup ont trouvé autre chose. Une terre où s'installer, un commerce à développer, une famille à fonder. La ruée vers l'or n'a pas seulement créé des mineurs. Elle a créé des agriculteurs, des commerçants, des enseignants, des banquiers. Elle a fait naître des villes durables, dont San Francisco est l'exemple le plus spectaculaire. Et pourtant, cette croissance s'est accompagnée d'ombres. Les peuples autochtones ont vu leurs terres envahies et leur population décimée. Les migrants étrangers ont subi taxes discriminatoires et violences. Les travailleurs chinois, indispensables à l'économie californienne, ont été exclus par la loi à partir de 1882. La ruée vers l'or a révélé la capacité d'une société à se transformer rapidement. Elle a aussi révélé ses fractures. Vous comprenez que l'or, en lui-même, n'était qu'un métal. Ce sont les espoirs qu'il a portés qui ont déclenché le mouvement. L'espoir d'échapper à la pauvreté. L'espoir de recommencer ailleurs. L'espoir d'une ascension sociale dans un monde encore jeune. Dans les décennies suivantes, ce modèle se répète ailleurs. Ruée vers l'argent dans le Nevada, vers l'or dans le Colorado ou en Alaska. La Californie a ouvert la voie. Aujourd'hui, si vous traversez les paysages de la Sierra Nevada, vous pouvez encore apercevoir les vestiges de cette époque. Un bâtiment de bois préservé, une vieille galerie effondrée, un musée local racontant l'histoire des 49ers. Le vent passe dans les herbes. Les rivières continuent de couler. L'or, lui, est presque silencieux. Mais son héritage demeure inscrit dans les villes, dans les routes, dans les mémoires. La ruée vers l'or a façonné l'image d'un Ouest audacieux, d'un territoire où tout semble possible. Elle a nourri l'idée d'un rêve américain fondé sur le mouvement, sur la prise de risque, sur la transformation. Et si vous prenez un instant pour observer l'ensemble, vous voyez que cette histoire ne parle pas seulement de richesse. Elle parle de départ et de déracinement, de courage et d'illusion, de progrès et de perte. Tout cela à partir d'une simple lueur dans l'eau froide d'un matin de janvier 1848. Vous laissez maintenant cette rivière derrière vous. Le tumulte s'est apaisé. Les cris des camps miniers se sont tus. Les villes ont changé de visage. Mais dans le silence retrouvé des collines californiennes, si vous tendez l'oreille, vous pouvez presque entendre encore le froissement du sable dans une bâtée. Et la promesse fragile qui, un jour, a attiré des centaines de milliers d'êtres humains vers l'ouest. Fermez doucement les yeux un instant. Vous avez marché le long de l'American River en janvier 1848. Vous avez vu l'éclat discret trouvé par James Marshall. Vous avez entendu la rumeur enfler en 1848, puis la confirmation officielle du président Polk en décembre de la même année. Vous avez traversé les plaines en 1849, affronté le choléra, la poussière, les tempêtes du Cap Horn. Vous avez connu l'explosion de San Francisco, passé d'un village de quelques centaines d'habitants à une ville de dizaines de milliers d'âmes en quelques années. Vous avez vu la Californie devenir le 31e État de l'Union le 9 septembre 1850. Vous avez assisté au pic de production d'or en 1852, lorsque des millions de dollars sortaient chaque année des rivières et des collines. Vous avez aussi perçu les fractures. La Foreign Miners Tax
les discriminations envers les migrants chinois, la chute dramatique des populations autochtones entre 1848 et 1870, les violences, les exclusions. Puis la fièvre s'est apaisée. Les villes se sont stabilisées. Le chemin de fer transcontinental, achevé en 1869, a relié l'Ouest au reste du pays. L'or est devenu une industrie, puis un souvenir, puis un mythe. Vous avez traversé plus d'un demi-siècle d'histoire en quelques heures. La ruée vers l'or n'a pas seulement transformé la Californie. Elle a accéléré l'expansion des États-Unis, renforcé leur économie, façonné l'image d'un Ouest audacieux et risqué. Elle a nourri ce récit puissant selon lequel chacun peut, un jour, trouver sa chance au-delà de l'horizon. Mais elle nous rappelle aussi que chaque grande aventure humaine a son revers. Des terres bouleversées, des peuples marginalisés, des rêves brisés, à côté des fortunes éclatantes. Alors, si vous aviez vécu en 1849, auriez-vous pris la route ? Auriez-vous vendu votre maison pour tenter votre chance au bord d'une rivière glacée ? Auriez-vous persévéré face aux journées longues, aux mains gercées, à l'incertitude constante ? Peut-être que la véritable richesse de cette histoire ne réside pas seulement dans les millions de dollars extraits du sol, mais dans la compréhension de ce que des êtres humains sont prêts à risquer pour un espoir. Vous pouvez maintenant laisser les collines de la Sierra Nevada s'éloigner doucement. Le bruit de l'eau devient plus discret, la poussière retombe. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette veillée historique vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Et laissez un petit commentaire pour me dire depuis quel endroit vous avez écouté ce voyage dans le temps. À présent, reposez-vous. Laissez l'écho lointain des pioches et des rivières s'effacer doucement, et que votre nuit soit paisible.